Il y a des douleurs qu'on n'oublie jamais, même après des décennies. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aïcha Benyamina, j'ai 68 ans aujourd'hui. Et c'est eux que je vais vous raconter. Je ne l'ai encore jamais dit à personne. Pas à mes enfants. Pas à mes petits-enfants. Pas même à moi-même, quand je fais semblant que tout va bien. Mais il est temps. Il est temps de laisser sortir la vérité, même si elle brûle. Je suis né en 1956 dans un petit village de Kabylie en Algérie. Une terre rude, accrochée à la montagne, où les hivers mordent la peau et les traditions l'âme. Mon père s'appelait Kader. Ma mère, Yamina. Lui était forgeron, elle restait au foyer. Nous étions 8 enfants, dont j'étais la deuxième. Mon enfance, elle a été courte. Trop courte. Je me souviens de la poussière dans la cour, de l'odeur du pain qu'on faisait cuire sur les pierres brûlantes, des rires entre sœurs quand on tressait nos cheveux au soleil. Mais je me souviens aussi des regards des hommes quand je commençais à grandir, des silences de ma mère quand elle cousait un trousseau qu'elle ne voulait pas nommer, et surtout, du jour où mon père m'a appelé dans la piste du fond. J'avais 14 ans. Je portais encore des couettes. Je n'avais jamais embrassé personne. Je n'avais pas fini l'école. Il m'a regardé avec une gravité nouvelle et il a dit « Le mariage est fixé pour dans 2 semaines. » Je n'ai pas compris. Je croyais qu'il parlait de ma cousine Soraya. Mais non, c'était moi. J'ai voulu dire non. Je l'ai fait, même. Mais il m'a répondu d'un regard glacial. Un regard qui disait « Tu n'as pas le choix. » Un regard qui disait « Tu es une fille. Tu es à marier. » Je n'ai plus insisté. Parce qu'à cette époque-là, une fille qui résistait, on disait qu'elle était possédée par le diable. Et moi, je n'étais pas folle. Juste une enfant prise dans une cage. Il s'appelait Mourad. Il avait 31 ans. Il était venu de France pour trouver une épouse au pays. On disait qu'il avait une belle situation là-bas, qu'il voulait se ranger, qu'il cherchait une fille respectueuse et obéissante. J'étais trop jeune pour comprendre que cela voulait dire. Docile, muette, corvéable. Il ne m'a pas regardé une seule fois dans les yeux pendant les fiançailles. Il a regardé mon père. Il a regardé mon frère aîné, comme si j'étais un meuble à transporter. Et c'est exactement si eux que je suis devenue. Le mariage s'est déroulé sous une tente blanche, en haut du village. Je portais une robe cousue main, trop large pour mon corps d'enfant. On m'a maquillée comme une poupée. On m'a peinte au henni. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Quand ILS ont chanté les you-you, j'avais envie de hurler. La nuit de noces a été un cauchemar que je ne peux pas encore raconter sans trembler. Je me suis repliée dans un coin de la piste. Il m'a tiré par le bras, comme un objet. Je me souviens de la douleur, je me souviens du sang. Et surtout, je me souviens de m'être senti disparaître. Si, soir-là, j'ai cessé d'être une enfant. Et je ne suis pas devenue une femme. Je suis devenue un fantôme. 2 semaines plus tard, on m'emmenait en France. Dans une cité grise de la banlieue lyonnaise. Un F3 au 6e étage sans ascenseur. Je ne parlais pas français. Je ne connaissais personne. Et lui, Mourad, ne voulait pas que je sorte. Il disait que, dehors, les femmes se perdent. Alors il m'enfermait. Il verrouillait la porte à double tour quand il partait travailler. J'ai passé mes 15 ans seul, entre 4 murs, à faire la vaisselle, à laver ses chemises, à cuisiner des plats qu'il critiquait à chaque bouchée. Il ne criait pas souvent. Il n'en avait pas besoin. Il parlait peu, mais chaque mot était une gifle. Il disait que je n'étais bonne à rien, que ma mère ne m'avait pas bien élevée, que j'étais un fardeau qu'il avait, eu la malchance de choisir. Je ne pouvais pas appeler ma famille. Il contrôlait les appels. Je ne pouvais pas écrire. Il lisait mon courrier. J'étais une prisonnière, sans barreaux, mais pas sans chaîne. À 16 ans, j'étais enceinte. Un bébé dans mon ventre d'enfant. Je ne comprenais rien. Mon corps se transformait et j'avais peur. Personne ne m'a expliqué. Pas de médecin. Pas de sage-femme. Il disait, les femmes de là-bas n'ont pas besoin de tout cas. Je saignais.
J'avais mal. Il disait que j'exagérais, que je voulais attirer l'attention comme les Françaises. J'ai accouché seule, chez moi. Une voisine est venue m'aider au dernier moment. C'était un garçon. Je l'ai appelé Malik. Il était si petit, si beau. Je l'ai aimé d'un amour animal. Il était ma seule lumière. Mais Mourad a dit que si n'était pas à moi de décider de son nom. Il l'a inscrit à la mairie sous un autre nom. Je n'ai pas protesté. Je n'avais même pas de papier à moi, pas de carte d'identité, pas de compte en banque. Juste un prénom, une chaise, une prière. Les années ont passé. 3 enfants sont nés. Chacun un peu plus vite, un peu plus lourd à porter. Mon dos se courbait. Mon cœur se fermait. Je devenais silencieuse comme les murs. Je n'avais que 24 ans et je me sentais déjà vieille. Je parlais au mur. Je chantonnais pour ne pas devenir folle. Parfois, la télévision parlait toute seule dans le salon, mais jamais personne ne m'écoutait. Et puis, il y a eu le jour de trop. J'avais 28 ans. Je me souviens, c'était un samedi. Il avait bu. Beaucoup. Il est rentré furieux. Quelque chose au travail, je crois. Moi, j'avais oublié de repasser sa chemise blanche, celle du dimanche. Il a hurlé. Il a attrapé mon bras. Il l'a tordu. J'ai entendu un craquement. Je suis tombée au sol. Il a dit, sans me regarder, « Tu n'es qu'un fardeau. Je t'ai supporté trop longtemps. » Et il est parti. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu ce soir-là. Ni le lendemain. Pas un appel. Pas une lettre. Pas même une insulte. Laissée en écho dans l'air froid du salon. J'ai attendu, d'abord tremblante, assise sur le canapé comme une enfant punie, mon bras en écharpe, les enfants endormis à mes pieds. Puis j'ai attendu sans y croire. Et enfin, je n'ai plus attendu du tout. J'ai compris qu'il était parti pour de bon. Mais pas seul. Quelques jours plus tard, un voisin m'a dit qu'il avait été vu avec une autre femme, une plus jeune, une femme moderne, comme il disait. Il lui avait loué un appartement à Villeurbanne. Une nouvelle vie. Moi, je n'étais plus qu'un dossier encombrant à abandonner sur le bord de la route. Au début, j'ai cru que j'allais mourir. Littéralement. Je ne savais pas comment payer le loyer. Je n'avais jamais ouvert une facture de ma vie. Je ne savais même pas comment fonctionne une boîte aux lettres. Je n'avais pas de carte de sécurité sociale, pas de carnet de chèques, pas de permis. Je n'étais qu'une ombre. Et pourtant, chaque matin, je me levais. Pour les enfants. Toujours eux. 3 pères Dieu qui me regardaient avec confiance. IELTS ne savait pas encore que leur père ne reviendrait plus, qu'il avait effacé notre existence, comme on efface un mot de travers sur une feuille. Les jours suivants ont été un chaos lent. J'ai appris à lire les mots sur les papiers officiels, à demander de l'aide à la mairie, à me rendre dans une association d'aide aux femmes. Elles m'ont reçue comme une sœur perdue qu'on n'attendait plus. Une femme là-bas, Nadine, m'a tendu un café chaud. Elle avait des cheveux roux et des yeux qui voyaient au-delà du silence. Elle m'a dit, « Nad, ce n'est pas de votre faute, Madame Benyamina. C'est lui, le lâche. » Je l'ai regardé et j'ai éclaté en sanglots. Pas des sanglots dignes, des sanglots d'animal blessé, des sanglots qui venaient de 20 ans de silence, de peur, d'humiliation. Elle ne m'a pas interrompu. Elle m'a laissé vider le fleuve en moi. Grâce à elle, j'ai fait une demande de logement social. Elle m'a aidé à déclarer la fuite de Mourad, à faire reconnaître mon statut de mère abandonnée. Elle m'a accompagnée pour mes papiers, pour les aides, pour l'école des enfants. Petit à petit, j'ai commencé à respirer à nouveau. Pas à vivre encore, mais à respirer. Je me suis mise à chercher du travail. N'importe quoi. Du ménage, des heures de cantine, de l'aide à domicile, tous ces qu'on voulait bien me donner. Je ne savais pas faire grand-chose, mais je savais obéir, me taire et travailler dur. Et dans ce monde-là, c'était déjà beaucoup. Les enfants grandissaient. Yelds me voyait me battre.
Ils voyaient aussi mon corps s'user. Mais jamais je ne me suis plainte. Parce qu'ils étaient mon ancrage, ma seule certitude dans une vie qui avait tout balayé. À 30N, j'ai emménagé dans un studio avec mes 3 enfants. Un F2 décrépit, mais à moi. Rien qu'à moi. La première nuit, je n'ai pas dormi. Je suis restée debout à regarder les murs, à les toucher, à sentir l'odeur du plâtre, de l'humidité, de la liberté. Je n'étais plus la femme de Mourad. J'étais Aïcha, Aïcha Benyamina. Une femme brisée, peut-être, mais debout. Les années ont passé. Je ne dirais pas qu'elles ont été douces, mais elles ont été miennes. J'ai vu mes enfants réussir leur bac, trouver des petits boulots, tomber amoureux. Et moi, j'étais la Quetzal. Dans l'ombre, mais présente. Toujours la Quetzal. Un jour, ma fille cadette, Lilia, m'a demandé Bota. « Maman, pourquoi tu ne t'es jamais remariée? Vous courir tôt, Kakwe? » Je n'ai pas su quoi lui répondre. Je n'ai pas osé lui dire que je n'avais jamais vraiment connu l'amour, que je ne savais même pas à quoi cela ressemblait, que mon cœur s'était fermé à 14 ans et que la clé avait été jetée quelque part dans la mer. Alors je lui ai simplement souri. Et j'ai dit, parce que j'avais déjà 3 amours à la maison. Elle a ri. Elle m'a embrassée. Et je me suis sentie entière. Mais il m'arrive encore, certaines nuits, de revers du village. De la tente blanche, de la robe trop grande, du silence de ma mère quand elle m'a vu partir sans dire un mot. Je me demande parfois si elle avait voulu me sauver, ou si elle-même n'avait jamais connu autre chose. Et puis, je me réveille. Je regarde le plafond de mon appartement. J'écoute les bruits du frigo, du dehors, de la vie. Et je me dis, je suis encore la Colfront. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas pardonné non plus. Mais j'ai survécu. Et parfois, c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, je suis grand-mère. Mes petits-enfants m'appellent Mamie Aïcha, avec leurs accents mélangés de lion et de soleil. Ils me posent 1000 questions. Ils veulent savoir d'où je viens, pourquoi je parle parfois avec des mots bizarres, pourquoi je regarde la mer avec autant de mélancolie. Je leur dis, Ing, un jour, je vous raconterai. Et si un jour, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, parce que mon histoire n'est pas juste la mienne. C'est celle de milliers de filles qu'on a forcées à dire « oui », alors qu'elles rêvaient encore à leur premier cahier. C'est celle de femmes qu'on a effacées, enfermées, jetées, comme des objets défectueux. Mais c'est aussi une histoire de renaissance, de résistance, d'amour. Car malgré tout, c'est eux que j'ai vécu. Je n'ai jamais cessé d'aimer la vie. Et car personne ne me l'a enlevé. Je croyais avoir tout dit, mais si eux n'étaient que la surface. Il y a des choses qu'on garde au fond de soi, si profondément enfouies qu'on les croit mortes. Mais elles vivent encore, tapies, prêtes à remonter au moindre souffle. Je vous ai parlé de mon mari, de mon exil, de l'abandon, mais je ne vous ai pas encore dit c'est eux que cela fait, au fond du ventre, d'être une femme qu'on n'a jamais laissé devenir elle-même. Après le départ de Mourad, les papiers ont mis du temps à arriver. La justice, elle, n'avait pas le même rythme que mes factures. Pendant des mois, j'ai vécu sans statut, ni mariée, ni divorcée, juste une femme invisible avec 3 enfants et un nom qu'on écorchait sur les documents. À la CAF, on me disait « Madame Mouran ». À l'école, la mère des petits Arabes du four et personne ne m'appelait Aïcha. Mais moi, dans ma tête, je répétais mon nom tous les soirs avant de dormir. Comme un mantra. Aïcha Benyamina, Aïcha Benyamina, Aïcha Benyamina. Une identité tenue à bout de bras, comme un flambeau dans le brouillard. Je me souviens de mon premier vrai salaire. 150 francs. Pour 3 heures de ménage dans une maison bourgeoise de Caluire. La patronne m'avait tendu l'argent du bout des doigts, sans me regarder. Elle avait dit « Matty, vous repasserez plus droit la prochaine fois, hein? » Madids. J'avais baissé la tête. J'avais dit oui. Mais en sortant, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps sur le trottoir. Pas parce qu'elle m'avait humiliée, mais parce que, pour la première fois,
J'avais gagné de l'argent toute seule. De l'argent que personne ne pourrait me reprendre. Cet argent, je l'ai mis dans une boîte à biscuits vide. Pas une banque. Je n'y faisais pas encore confiance. Dans cette boîte, je mettais chaque billet, chaque pièce. Et parfois, le soir, quand les enfants dormaient, je l'ouvrais et je comptais. Non pas l'argent, mais chaque heure de ma vie que j'avais arrachée à l'oubli. Petit à petit, j'ai repris pied. Je n'étais pas forte. Je n'étais pas héroïque. J'étais seulement têtue. Je me disais, je n'ai pas souffert pour rien. Il faut que quelque chose en sorte. Un jour, j'ai osé. J'ai franchi la porte de la bibliothèque municipale. Je tremblais comme si j'allais commettre un volume. Mais j'ai demandé une carte de lecteur et j'ai pris un livre, un roman de Yasmina Khadra. Je ne comprenais pas tout. Les mots me glissaient entre les doigts comme de l'eau. Mais je me suis accrochée, page après page. Et un soir, j'ai éclaté de rire toute seule en lisant une phrase. Je ne savais pas pourquoi c'était drôle, mais qu'elle était. Et c'était à moi, si eux rire. À 34N, j'ai suivi mes premiers cours du soir. Des femmes comme moi, assises en cercle. Des stylos entre les doigts, les cernes sous les yeux. On apprenait à lire, à écrire, à compter, à se redresser aussi. Car apprendre, c'est lever la tête. C'est regarder le monde dans les yeux. Ma professeure s'appelait Madame Leroy. Petite, sévère, mais douce. Elle disait toujours « Si il n'est pas trop tard. Si il n'est jamais trop tard. » Elle avait raison. Je me souviens du jour où j'ai écrit pour la première fois mon prénom en lettres cursives, sans trembler. Aïcha. C'était beau. C'était à moi. Les enfants me regardaient faire mes devoirs le soir. Ma fille me disait « Azie, t'es déjà un élève toi aussi maintenant? » Histak. Je lui répondais « Azie, oui, et je veux être la meilleure. » Ils riaient. Mais dans leurs yeux, je voyais de la fierté. Et pour moi, c'était un miracle. À 38 ans, j'ai passé un cap d'aide à la personne. J'ai eu mon diplôme. Je l'ai accroché au mur du salon, au-dessus du buffet. Et chaque matin, je le regardais avant de partir au travail. Il me disait « Tu existes. Tu comptes. Tu l'as fait. » Je n'ai jamais revu Mourad. Pas une lettre, pas un coup de fil. Il a disparu comme il était venu. Je sais juste, par un cousin, qu'il a eu d'autres enfants, qu'il a refait sa vie, qu'il a vieilli. Je ne lui en veux plus. Il ne mérite même pas ma haine. C'est eux qu'il m'a pris. J'ai réussi à le reconstruire sans lui. Et c'est cela ma victoire. Mais parfois, dans les grandes surfaces, je me fige. Un homme de dos, un parfum, une voix grave. Et mon cœur s'arrête. Un dixième de seconde. Avant de se rappeler que je ne suis plus cet enfant qu'on a livré comme un paquet. Je suis une femme, une mère, une grand-mère, une survivante. Et ma vie, elle est à moi. J'ai encore des cicatrices, bien sûr. On ne guérit jamais tout à fait. Il m'arrive de pleurer sans raison, en épluchant des carottes, d'avoir envie de hurler quand quelqu'un hausse le ton. Mais je me tais. Je respire. Et je me dis, si eux n'est qu'un souvenir, tu n'y es plus. Aujourd'hui, j'habite un petit appartement dans le 7E arrondissement de Lyon. Pas grand, mais lumineux. Rempli de plantes vertes, de photos de famille, de coussins colorés. Un cocon que j'ai tissé jour après jour. Avec mes mains, avec mes larmes, avec ma foi. Je cuisine beaucoup. Je reçois mes enfants tous les dimanches. Mes petits-enfants courent partout. Ils me disent « Mamie, t'étais comment à notre âge? » Je ris. Je ne leur réponds pas tout. Pas encore. Mais je leur dis « J'étais forte. Comme vous. » Et dans leur rire, je retrouve la vie. Je n'ai jamais eu de médaille. Personne ne m'a applaudi. Mais parfois, dans le silence du soir, je m'applaudis toute seule. Juste une seconde.
une tape invisible sur l'épaule, et je me dis, tu as survécu, et c'est immense. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas toujours. Survivre, n'est pas juste rester en vie, c'est se battre chaque matin pour continuer à croire que la vie peut encore être belle. C'est se lever avec des douleurs qu'on ne montre à personne. C'est sourire à ses enfants quand on a envie de disparaître. Et surtout, c'est apprendre à se pardonner de ne pas avoir tout su, tout fait, tout prévu. Pendant longtemps, j'ai porté la honte comme un foulard serré autour du cou. La honte d'avoir été mariée si jeune, la honte de ne pas m'être rebellée, la honte d'avoir laissé faire, comme si c'était ma faute, comme si j'avais tendu les chaînes moi-même. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, pour comprendre que CE n'était pas moi le problème, que c'était un système, une culture, un silence transmis de mère en fille, et que moi, en brisant ce silence, je faisais quelque chose de grand, même si personne ne l'applaudissait. Je me souviens d'un jour précis. J'avais 41 ans. Je sortais du travail, le dos en compote, les mains pleines de lessive et de savon, et en passant devant une vitrine, j'ai vu mon reflet. J'ai eu un choc. Je ne me reconnaissais pas. Pas à cause de l'âge, pas à cause des rides, mais parce que, pour la première fois, je me suis trouvée là, présente, solide, vivante. Je me suis arrêtée. J'ai regardé cette femme dans la vitre. Ses cheveux attachés à la va-vite, ses yeux cernis, mais brillants. Et j'ai eu envie de lui dire, « Tu as tenu bon. Tu es belle, à ta manière. Tu es libre. » C'est Soir-là, j'ai acheté une glace. Rien de grandiose. Juste une boule vanille dans un cornet. Je l'ai mangée en marchant dans la rue. Et j'ai ri toute seule, comme une gamine. Parce que c'était la première glace que je m'achetais pour moi-même depuis que j'avais 14 ans. Vous voyez, sont ces petites choses-là qui comptent. Pas les grands discours, pas les grandes victoires. Juste ces instants où l'on sent qu'on reprend possession de sa vie. 1 an plus tard, mon fils aîné, Malik, s'est marié. Il avait 27 ans. Une cérémonie simple, dans un petit jardin loué pour l'occasion. Il m'a prise par le bras pour m'emmener vers la piste de danse. Il m'a regardée et il a dit « Non, c'est toi que je veux pour la première danse, maman. » Je me suis figée. J'ai failli refuser. Je n'avais jamais dansé de ma vie, mais il m'a souri et j'ai dit oui. Il m'a tenue doucement, ses bras forts, ses mains tendres. Et nous avons tourné lentement, maladroitement, au rythme d'une musique que je ne connaissais pas. Mais n'était pas grave. Moment-là, dans les bras de mon fils, j'ai senti toutes ces teux que j'avais semé fleurir enfin. Chaque nuit de douleur, chaque repas préparé sans un sou, chaque pas silencieux dans le couloir pendant qu'il dormait. Tout était là dans balancement doux, dans cette étreinte silencieuse. Et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de gratitude. Après le mariage, j'ai eu une période étrange. Comme un vertige. J'avais toujours vécu pour les autres. Mon mari, mes enfants, mes factures. Et là, soudain, je n'avais plus personne à nourrir matin et soir. Plus de courses à faire pour 5. Plus de lessive à plier en piles instables. Je me suis retrouvée face à moi-même. Et je ne savais pas quoi faire de face à face. Pendant des jours, je tournais en rond. Je nettoyais des choses déjà propres. Je rangeais des tiroirs que personne n'ouvrait. Et puis un matin, en vidant un vieux carton, je suis tombée sur un cahier d'écolier. Celui où j'avais écrit mon prénom quand j'avais repris les cours du soir. Je l'ai ouvert. Les pages étaient jaunies, les lettres tremblantes. Mais elles étaient là. Des mots. Mes mots. Et c'est là que j'ai compris. J'avais encore une chose à faire. Écrire. Pas pour devenir célèbre. Pas pour être publié. Mais pour laisser une trace. Pour que mes petites filles sachent. Pour que celles qui viendront après moi
ne croient pas qu'elles sont seules. Alors j'ai commencé. Chaque matin, une page. Parfois une phrase seulement. Parfois un flot entier. Je racontais tout. L'Algérie. La robe de mariée cousue trop haute. La cité. Le froid dans les OS. Le silence. Puis la lumière. Cela m'a tenue, cela m'a soignée, cela m'a rendue entière. Un jour, ma petite fille, Leila, est tombée sur mon cahier. Elle avait 9 ans. Elle l'a ouvert en cachette. Elle m'a demandé, un jour, Mamie, c'est qui la fille dont tu parles? Un jour, je l'ai regardée. J'ai hésité. Et j'ai dit, un jour, c'est moi ma chérie, c'est la moi d'avant. Elle m'a regardée avec ses grands yeux noirs. Elle a dit, un jour. Elle était très courageuse, cette fille. Je n'ai rien pu répondre. J'ai juste pris sa petite main dans la mienne, et j'ai senti mon cœur s'alléger. Si jour-là, j'ai su que j'avais bien fait parler, parce que le silence, c'est si qui Tuesday le plus surmonte. Aujourd'hui encore, je continue d'écrire. Un peu tous les jours. Des souvenirs, des recettes, des pensées. J'ai même commencé à écrire des lettres à ma mère, des lettres que je n'enverrai jamais, mais qui me font du bien. Je lui raconte que j'ai vécu. Je lui dis que j'aurais voulu qu'elle me dise à 14 ans avant de partir. Je lui pardonne un peu, parfois, parce que je sais qu'elle aussi, on l'a forcée. Qu'elle aussi, elle sait Tuesday toute sa vie, et qu'elle est morte avec des mots coincés dans la gorge. Alors moi je parle. Pour elle. Pour moi. Pour moi. Pour toutes celles qui n'ont pas eu la chance de se relever. Parce qu'au fond, c'est être libre. C'est pouvoir dire son histoire. Même si elle fait mal. Même si elle dérange. Même si elle fait pleurer. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que j'ai eu raison de continuer. J'ai toujours pensé que le silence protégeait. Protéger les enfants, protéger les autres, protéger même la mémoire. Mais, avec le temps, j'ai compris que c'est le silence qui enterre les vivants. Moi, j'ai été enterrée vivante à 14 ans. Et il m'a fallu des décennies pour sortir de cette tombe invisible qu'on appelle devoir familial. Un jour, alors que je faisais mes courses dans une supérette de quartier, j'ai croisé une jeune fille. Elle devait avoir 16-17 ans. Un foulard, noué, trop serré, des cernes sous les yeux, des gestes rapides. Elle s'est cognée à moi en attrapant une bouteille de lait. Elle s'est excusée aussitôt, les yeux baissés. Et cette manière de s'effacer, de disparaître avant même d'avoir existé, m'a bouleversée. Je me suis revue, moi, dans cette gamine. J'ai voulu lui dire quelque chose. Un mot, un conseil, une main tendue. Mais elle était déjà repartie. Séville, ce jour-là, je suis rentrée chez moi bouleversée. Je me suis assise sur ma chaise de cuisine, face à ma théière encore fumante. Et j'ai pleuré. Parce que je savais que tant d'autres Aïcha existaient encore, enfermées, soumises, effacées, et que le monde continuait de tourner sans les voir. Alors j'ai décidé de ne plus me taire. Plus jamais. Je me suis rapprochée de l'association de Nadine, celle qui m'avait tendu la main il y a si longtemps. Elle y travaillait encore, infatigable, une flamme dans les yeux malgré ses cheveux devenus tout blancs. Je lui ai dit « Dome d'avant, Mar. Je veux aider, moi aussi. Je veux parler, témoigner, être utile. » Elle m'a regardé longtemps, les lèvres pincées. Puis elle a souri doucement. « Tu sais, Aïcha, tu étais déjà utile. Mais si tu es prête à parler, alors viens. » Et je suis venue. La première fois que j'ai pris la parole devant un petit groupe de jeunes filles, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ma voix tremblait, mes mains aussi. Mais dès que j'ai commencé à raconter, tout s'est apaisé. Elle m'écoutait. Vraiment. Pas avec pitié, avec reconnaissance. Comme si ma douleur passée leur offrait un chemin pour fuir la leur. Certaines pleuraient en silence. D'autres me posaient 1000 questions. Comment t'as fait pour t'en sortir? T'as pas eu peur toute seule avec les enfants?
Tu l'aimais quand Mime au début? Et à chaque fois, je leur disais la vérité. Toute la vérité. Même celle qui fait mal. Je leur disais que j'avais eu peur, oui, que j'avais voulu mourir, parfois, mais que l'amour de mes enfants avait été plus fort, et que ma liberté, je l'avais conquise un centime à la fois, une heure de ménage après l'autre, un mot appris après l'autre. Ces rencontres ont changé ma vie. Elles m'ont redonné un but, une direction. Je n'étais plus seulement une survivante. J'étais un témoin, un phare peut-être, pour celles qui cherchent leur route dans le noir. Un jour, une jeune fille m'a serré fort contre elle à la fin d'un atelier. Elle avait des bleus sur les bras, des yeux vides. Elle m'a murmuré à l'oreille « Je vais partir, madame. Je vais partir, grâce à vous. » Je l'ai prise par les épaules. Je lui ai dit « Mais tu, ne pars pas seule. Rejoins-nous. Laisse-nous t'aider. » Et elle l'a fait. Quelques mois plus tard, elle m'a écrit une lettre. Elle avait trouvé un petit appartement. Elle suivait une formation de coiffeuse. Et elle disait « Je revis. Merci, Mamie Aïcha. » Je l'ai relue 100 fois, cette lettre. Et chaque mot était un baume sur mes anciennes blessures. Plus je racontais, plus ma propre douleur s'éclaircissait. Comme si mettre des mots dessus la rendait plus supportable, plus digeste. Je parlais dans des écoles, des foyers, même des radios locales. Toujours la même voix, la même histoire, mais jamais les mêmes regards en face de moi. Un jour, après une intervention, une journaliste m'a demandé « Aïcha, qu'est-ce qu'il y a que vous diriez aujourd'hui à la jeune fille que vous étiez à 14 ans? » Je me suis figée. La question m'a coupé le souffle. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Pousse ». Je lui dirais « Tiens bon, tu crois que c'est la fin, mais c'est juste le début. Un long tunnel, oui, mais au bout, il y a la lumière. Et cette lumière, un jour, c'est toi qui la porteras pour les autres. » Elle a noté mes mots avec sérieux. Mais moi, je les gardais surtout pour moi, parce que c'était vrai. Un soir d'hiver, j'ai reçu un appel, une voix tremblante au bout du fil. « Madame Benyamina? »« Oui? »« C'est Leila. Ma professeure nous a passé votre témoignage. J'ai pensé à ma mère. Elle ne parle jamais. Elle ne rit jamais. Est-ce si est que vous accepteriez de lui parler, vous? » Istanbul. J'ai dit oui, bien sûr ça. Et quelques jours plus tard, j'ai rencontré cette mère. Elle ne disait pas un mot. Assise au bord de la chaise, les mains nouées. Je ne lui ai rien demandé. Je lui ai seulement raconté. Sans la regarder dans les yeux. Juste comme on sème des graines dans un sol sec. Et à la fin, elle a levé la tête. Elle a dit « Kit. » Moi aussi, j'ai été mariée à 14 ans. Et ses yeux se sont remplis de larmes. On s'est prises dans les bras. 2 inconnues, 2 survivantes. Et j'ai su, encore une fois, que j'avais eu raison de ne pas me taire. À 65 AM, j'ai été invitée à parler dans une université. Une grande salle. Des jeunes, des professeurs. J'étais intimidée, bien sûre. Mais quand j'ai raconté mon histoire, un silence profond a envahi la piste. Et à la fin, une étudiante est venue me voir. Elle m'a dit « Tuendas, je croyais que les femmes comme vous n'existaient que dans les livres. Je suis fière de vous avoir entendu. Je les serrai fort. Parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru que je n'existais que dans l'ombre. Mais aujourd'hui, je suis la Kritsed. Debout, visible, entière. Et je n'ai plus honte. Si, et que je n'ai pas encore raconté, c'est qu'un jour, la vie m'a surprise. Pas avec des drames, j'en avais eu assez, mais avec quelque chose de beaucoup plus rare, la douceur inattendue. J'avais 66 ans. J'étais allée acheter des citrons au marché du jeudi. C'était une matinée froide, mais lumineuse. Le genre de matin où l'on croit que tout est possible. En revenant, j'ai glissé sur une flaque de gel et mon sac a roulé par terre.
Les citrons ont dégringolé dans la rue comme de petites lunes dorées. Je suis tombée à genoux, les mains douloureuses. Un homme s'est précipité. Il m'a tendu la main. Il a ramassé mes fruits, rangé mes affaires, m'a aidé à me relever. « Vous allez bien, madame? » Juste un peu honteuse, ai-je soufflé. Il a souri, un sourire doux, sans insistance. « On n'a jamais à avoir honte de tomber, dit-il, seulement de ne jamais se relever. » Il s'appelait Paul. Il avait 70 ans, veuf depuis 8 ans. Ancien facteur, passionné de jardinage et de poésie. Je ne pensais pas que quelqu'un comme lui entrerait un jour dans ma vie. Je ne pensais même plus que je pouvais avoir une vie amoureuse. À vrai dire, j'avais fermé cette porte il y a bien longtemps. Je ne connaissais que la peur, le devoir, la résignation. Jamais la tendresse. Jamais la complicité. Et pourtant, Paul, sans rien brusquer, est revenu. Il m'a proposé un café, puis une balade dans le parc, puis un livre, un recueil de Rimbaud qu'il avait aimé dans sa jeunesse. Au début, je disais non. Toujours. Par automatisme. Par prudence. Mais il ne forquait jamais. Il disait simplement « Et non, je suis la kef quand vous serez prête. » Même si c'est juste pour parler de vos tomates. Et un jour, j'ai dit oui. Nous avons marché côte à côte pendant des semaines. Nous avons parlé de tout, de rien, de nos enfants, de nos blessures. Il savait écouter sans couper. Il savait rire sans se moquer. Et surtout, il ne m'a jamais touché sans mon consentement. Un jour, il a dit « Évade. Je sais que je ne suis pas ton passé. Mais c'est eux que je peux faire partie de ton présent. » Et j'ai fondu en larmes. Parce que personne ne m'avait jamais demandé mon avis avant de m'aimer. Paul est devenu une présence. Pas une invasion, non. Un murmure rassurant. Il m'a appris à recevoir sans me sentir redevable. Il m'a appris que la tendresse ne réclame rien. Elle offre, tout simplement. Je n'ai jamais emménagé avec lui. Nous avons gardé nos appartements, nos vies, nos silences. Mais il passait me voir avec un pot de confiture maison, un bouquet de marguerites, une histoire à raconter. Je l'appelais mon poète du marché. Et lui, il m'appelait sa lumière d'automne. C'était la première fois qu'un homme posait les yeux sur moi sans y mettre de jugement, ni désir brut, ni obligation. Juste de l'attention, de l'admiration mime parfois, qui me faisait peur. Je me disais, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Goût. Mais il disait, goût, parce qu'il n'est jamais trop tard pour être aimé, comme on le mérite. Avec lui, j'ai appris que le corps peut aussi être un refuge, pas seulement un champ de bataille. Qu'un regard peut soigner, qu'une main posée sur l'épaule peut redresser une vie entière. Un soir, nous étions assis sur un banc, face au Rhône. Le soleil se couchait lentement, l'eau miroitait doucement. Il a pris ma main. Il l'a gardée dans la sienne longtemps, en silence. Puis il a murmuré. « Aïcha, et c'est eux que tu regrettes? » Aïe! J'ai tourné la tête vers lui. Mes yeux baignaient d'or et de souvenirs. Non, je n'ai pas le luxe de regretter. Si que j'ai vécu m'a détruite, oui, mais aussi forgée. Il a hoché la tête. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et j'ai cru qu'il exagérait. Mais au fond de moi, j'ai su qu'il le pensait. Et pour la première fois, j'ai commencé à y croire moi aussi. Si n'était pas de l'amour fou. Si n'était pas un roman de jeunesse. C'était un lien solide, humble, bâti sur la tendresse et le respect. Et c'est exactement CE dont j'avais besoin. Mes enfants l'aimaient bien. Mes petits-enfants l'adoraient. IELTS l'appelait Papi Paul, même s'il n'en demandait pas tant. Un jour, ma fille m'a prise à part. Elle m'a dit, « Day, tu es différente, maman. Tu ris plus. Tu respires mieux. » Et je lui ai souri. Parce que j'ai enfin compris que CE n'est pas égoïste de vouloir être heureuse. Elle m'a serré très fort. « Tu le mérites, maman. » Tellement. CE, mot, mérité. Je l'avais toujours entendu dans l'autre sens. Tu l'as mérité. Tu n'as que CE que tu mérites. Mais là, il sonnait différemment. Il sonnait juste. Un jour, Paul est tombé malade.
Une tout d'abord, persistante. Puis des examens, des silences, des regards fuyants des médecins. C'était un cancer. Agressif, foudroyant. Il a refusé l'hôpital. Il voulait mourir chez lui. Et il m'a demandé, si je le voulais bien, de rester prise de lui les dernières semaines. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai préparé mes affaires. Et je suis restée. Je lui lisais des poèmes le soir. Je lui faisais des bouillons de légumes. Je l'aidais à s'asseoir, près de la fenêtre, pour regarder les arbres. Un jour, alors que l'automne s'installait doucement, il m'a pris la main pour la dernière fois. Sa voix était faible, presque un souffle. « Merci de m'avoir donné cette fin si belle. » J'ai embrassé son front et je lui ai murmuré. « Merci de m'avoir montré que j'avais encore un début en moi. » Il est parti passiblement, un matin gris. Sans bruit, comme une dernière page qu'on tourne doucement. Je suis restée seule dans son appartement quelques jours. J'ai arrosé ses plantes, j'ai rangé ses livres, et j'ai gardé, dans une boîte, les lettres qu'il m'avait écrites, mime si je les connaissais presque par cœur. De retour chez moi, j'ai repris ma routine, mais avec une lumière nouvelle dans le regard. Paul m'avait laissée vivante, et c'était son plus beau cadeau. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on ne revient jamais tout à fait à la personne qu'on était avant. Mais moi, je n'avais pas envie de redevenir celle d'avant. Avec Paul, j'avais découvert un espace en moi que je croyais à jamais verrouillé. Un endroit où je pouvais être douce, vulnérable, joyeuse, sans avoir peur. Après son départ, j'ai mis longtemps à rouvrir les volets. Le silence me pesait. Pas celui de la solitude, non. Le silence des objets. Son fauteuil vide, son écharpe oubliée sur le dossier, ses lunettes posées à côté d'un livre resté ouvert. Il avait souligné une phrase. Je la relisais encore et encore. Le bonheur, si et n'est pas d'avoir, c'est de savoir qu'on est à sa place. Je crois qu'il avait trouvé la sienne, à la fin. Et moi aussi, à ses côtés, j'avais trouvé la mienne. Mais la vie continue, mime, quand on pense qu'elle devrait s'arrêter un peu. Alors j'ai repris mes allées au marché, mes ateliers à l'association. Mes lectures aux petites, celles qu'on appelait Futures à Aïcha avec une pointe d'humour tendre. Je leur racontais tout, même Paul. Elles ouvraient de grands yeux. « On peut tomber amoureuse à ton âge ?» demanda un jour une jeune nommée Sihem. « Si n'est pas une question d'âge, ma fille, c'est une question de moment, » ai-je répondu. « Et tu n'avais pas peur? »« Si, bien sûr. Mais la peur ne doit pas décider pour toi. » Jamais. Elles notaient, certaines, dans leur carnet, pas seulement mes mots, mais aussi mes silences. Je leur parlais de résilience, oui, mais surtout de désir. Pas du désir de l'autre, du désir de vivre. Parce que c'est quand qu'on nous vole, quand on nous arrache notre jeunesse, nos choix, nos droits. Baisse, boulessire. De vouloir quelque chose pour soi, mime minuscule. Une robe qu'on aime, un rêve qu'on chérite, une chanson qu'on fredonne sans permission. Je leur disais, soyez égoïstes parfois, c'est un acte de survie. Et elles me regardaient comme si je leur donnais la permission d'exister autrement. Un jour, j'ai été invitée à témoigner dans un lycée de la Croix-Rousse, une classe de terminale. Des jeunes de tous les horizons. Filles, garçons, tous un peu éparpillés au début, comme s'ils n'attendaient rien de moi. Je me suis assise. J'ai sorti une vieille photo de moi, prise au village, la veille de mon mariage. Je portais une robe claire. Je regardais l'objectif avec une sorte de panique figée. Je l'ai tendue à la classe. Elle avait 14 ans. « Ma petite sœur a 14 ans, » dit une fille choquée. « Moi aussi, » murmura un garçon. Le silence est tombé comme un rideau, et j'ai raconté, sans exagérer, sans dramatiser, juste la vérité, crue, nette, douloureuse. Quand j'ai fini, plusieurs avaient les larmes aux yeux. Un garçon est venu me voir. « Madame, je crois que ma mère a vécu un peu la même chose. » Mais elle n'a jamais parlé. Je l'ai regardée. Alors parle-lui. Dis-lui qu'elle peut, qu'elle a le droit. Il m'a promis qu'il le ferait. Si, jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les femmes à qui il fallait parler. Il y avait aussi les garçons,
ceux qui deviendront mères, pères, compagnons. Eux aussi doivent apprendre si eux qu'on a tu à leurs mères, à leurs tantes, à leurs grand-mères. Car le silence est un héritage qui se transmet. Mais il n'est jamais trop tard pour y mettre fin. Dans ma petite cuisine, j'ai accroché un tableau en liège. Dessus, je colle des messages, des photos, des dessins. Des petits souvenirs que les jeunes femmes que j'ai croisées m'envoient. Merci, Mamie Aïcha, j'ai quitté la maison. Grâce à vous, je me sens forte. J'ai dit non pour la première fois. Et chaque mot est comme un pansement sur mon passé. Je ne fais pas de miracle. Je ne suis pas une sainte. Je suis juste une femme qui parle. Mais parfois, c'est toutes ces « qu'il faut. L'autre jour, ma petite fille Leila est venue dormir chez moi. Elle avait 11 ans. On a mangé du couscous ensemble. Puis on s'est installé sous un plaid sur le canapé. « Mamie, tu vas écrire un livre un jour? » Je l'ai regardée, étonnée. « Pourquoi tu dis quand? » « Parce que ton histoire est trop importante pour qu'elle disparaisse. Moi, je veux la lire encore quand tu ne seras plus là. » Ces mots m'ont fait frissonner. J'ai caressé ses cheveux, si doux, si légers. Alors je vais l'écrire. Pour toi. Et pour celles qui viendront après. Et c'est si est que je fais. Chaque matin, j'ouvre mon cahier à couverture bleue. Et je continue. Je ne sais pas si est sera publié. Je ne cherche pas la gloire. Je cherche la trace. Qu'on sache. Qu'on entende. Qu'on retienne. Je suis une femme à qui on n'a jamais demandé son avis. Mais aujourd'hui, je parle. Et ma voix ne tremble plus. Je parle pour celle que j'étais, pour celle que j'ai croisée, pour celle que je n'ai jamais vue. Je parle parce que, mime, si on m'a volé mon adolescence, ma liberté, mes années, on n'a pas réussi à voler ma lumière. Et cette lumière, je l'attends maintenant, bras ouverts, à toutes celles qui en ont besoin pour avancer. Il y a quelques mois, j'ai été invitée à une rencontre intergénérationnelle, organisée dans une grande médiathèque de Lyon. On m'a dit « Madame Benyamina, nous voudrions que vous partagiez votre témoignage avec des jeunes, mais aussi avec d'autres femmes de votre génération. » Dot. J'ai hésité. Je me suis demandé si j'en avais encore la force. Parler devant des adolescentes, je savais faire. Mais parler devant des femmes qui avaient vécu les mêmes années que moi, dans les mêmes silences, les mêmes sacrifices, c'était autre chose. C'était comme se mettre nu devant un miroir collectif. Mais j'ai dit oui. Le jour venu, la salle était pleine. Des jeunes, oui, mais aussi des femmes aux cheveux gris, des mains abîmées, des regards qu'on évite trop souvent. Certaines venaient d'Algérie, comme moi. D'autres du Maroc, de Tunisie, du Liban. Et puis il y avait des Françaises, nées ICI, mais qui avaient aussi connu le poids des mariages précoces, des familles étouffantes, des rêves refoulés. J'ai pris la parole. Je ne savais pas trop par où commencer. Alors j'ai simplement dit « Sans mais. » Alors, bonjour, je m'appelle Aïcha Benyamina. J'ai été mariée de force à 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 68 et je suis enfin libre. Et le silence s'est fait. Pas un silence vide, un silence lourd, chargé, vibrante. Celui qui précédait les larmes a eu les révélations. Je leur ai raconté. Pas tout, juste l'essentiel. La peur, l'abandon, la solitude, la lente reconstruction. Les mains qui tremblent mais avancent quand même. Les enfants qui sauvent sans le savoir. Et la flamme qu'on garde vivante malgré les rafales. Quand j'ai fini, une femme du fond de la salle s'est levée. Elle portait un foulard coloré. Ses mains tremblaient. Moi aussi, j'ai été mariée à 14 ans, a-t-elle dit d'une voix rauque. Mais je n'ai jamais osé le dire. Même à mes enfants, même à moi-même. Et la matin, quelque chose s'est passé, comme un courant électrique. Une à une, des femmes se sont levées. Certaines pleuraient, d'autres souriaient tristement, et toutes racontaient. Pas des discours, juste des éclats de vie. Moi, c'était à 15 ans, il avait 32. Il m'a emmenée à Paris. Je ne parlais pas un mot de français. J'ai perdu 2 enfants en silence. Je suis restée parce que je n'avais nulle part où aller. Je n'ai jamais eu de jeunesse.
Et je les écoutais, le cœur serré, mais aussi rempli d'admiration, parce qu'elles étaient là-bas, debout, parlant, enfin. C'est ce jour-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le courage n'est pas dans les grandes rébellions. Il est dans le fait de survivre, un jour après l'autre, quand tout vous pousse à disparaître. À la fin, une jeune fille s'est approchée de moi. Elle avait les yeux brillants. « Vous êtes toutes mes héroïnes », a-t-elle dit. « Vous êtes la preuve qu'on peut s'en sortir. » Irati sut que valait chaque mot prononcé, chaque souvenir ravivé. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs de ces femmes m'ont écrit. Certaines m'ont invité à boire le thé. Nous avons partagé nos histoires comme on partage du pain, en silence parfois, mais toujours avec respect. L'une d'elles, Fatima, m'a particulièrement touchée. Elle avait 72 ans. Elle vivait seule dans un petit appartement de Vaux-en-Velin. Pas d'enfants, pas de famille proche, mais une mémoire vive. « J'ai jamais raconté K à personne », m'a-t-elle dit. « Mon mari est mort il y a 20 ans, mais c'est comme si sa voix était encore là, dans ma tête. Je l'ai écoutée, longtemps, sans interrompre, et puis je lui ai tendu un carnet. Écris Fatima, même si personne ne lit, même si c'est juste pour toi. » Elle a hésité, puis elle a souri. « J'ai arrêté l'école à 10 ans, mais peut-être que je peux recommencer. » Et elle a recommencé. Quelques semaines plus tard, elle m'a lu sa première page. Et c'était beau. Pas parfait, mais vrai. Et c'est tous ces eux qui comptent. Je crois que c'est Kay, aujourd'hui mon râle. Pas seulement raconter, mais encourager les autres à raconter aussi. À briser cette chaîne du silence qui nous a enchaînés pendant des générations. Parce que chaque histoire qu'on dit à voix haute, oui, c'est une pierre en moins sur notre poitrine. Et une lanterne de plus pour celles qui cherchent leur chemin. Un matin, j'ai reçu une lettre. Pas une lettre de remerciement. Pas une demande, juste une lettre. Écrite à la main, en arabe, avec une calligraphie tremblante. « Ah, Aïcha, la femme que je n'ai jamais osé être. Je t'ai écouté. Et aujourd'hui, j'ai quitté la maison. J'ai emmené mes enfants. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je ne suis plus seule. Merci de m'avoir prêté ta lumière. » Et Zandot. Je n'ai pas signé de contrat. Je n'ai pas prêté d'argent. Je n'ai pas pris la fuite avec elle. Mais ma voix, mes mots, avaient suffi à lui tendre la main. Eka, pour moi, c'est plus fort que toutes les médailles du monde. À la maison, j'ai un carnet à spirale. Je l'appelle le carnet des renaissances. Chaque fois que quelqu'un me dit qu'il a osé quelque chose, minem, grâce à mon histoire, j'écris une phrase. Leila a dit non à un mariage arrangé. Amina a repris les cours du soir. Safia a appelé sa mère et lui a demandé pardon. Wada a dansé pour la première fois depuis 30 ans. Si et sont mes trophées. Mes monuments invisibles. Les preuves que les mots peuvent changer des vies. Un jour, j'ai demandé à mes petits-enfants. Vous savez si que mamie fait quand elle n'est pas à la maison? Le plus jeune, Yanis, a levé la main comme à l'école. Tu racontes ta vie aux gens pour qu'ils deviennent forts. J'ai éclaté de rire, mais il avait raison. C'est exactement qu'est. Je raconte ma vie pour qu'elle devienne plus qu'une vie, qu'elle devienne un flambeau, une boussole, un espoir. Parce qu'à force d'avoir été invisible, j'ai compris l'importance d'être vue. Et à force d'avoir été réduite au silence, j'ai appris à faire de ma voix une arme douce, mais implacable. Je suis Aïcha Benyamina, mariée de force à 14 ans, abandonnée comme un fardeau à 28, mais debout, vivante, et plus libre que jamais. Il y a des matins où je me réveille en oubliant mon âge, où je me lève, les jambes douloureuses, mais le cœur léger, comme si j'étais encore cette fille de 14 ans, sauf que cette fois, personne ne m'attend derrière une porte close. Personne ne me dicte que je dois être. Je suis seule, oui, mais je suis libre. Et cette liberté-là, je l'ai payée au prix fort. Il y a quelques semaines, j'ai été invitée à intervenir dans une maison de quartier à Marseille, un petit centre social, près du port, où vivent beaucoup de familles venues,
comme moi d'ailleurs. Si un jour-là, la responsable m'a accueilli avec un large sourire et une poignée de main chaleureuse. Vos mots ont fait du bruit, ICE, m'a-t-elle dit. Des femmes vous attendent. Des jeunes aussi. La salle était modeste. Des chaises pliantes, des murs défraîchis, mais une chaleur humaine qu'aucun décor ne peut remplacer. Je me suis installé face à une trentaine de femmes. Des mères, des filles, des grands-mères. Je les ai regardées, et dans chacun de leurs visages, j'ai reconnu un morceau de moi. Un front trop tôt riwaidé par l'inquiétude, des mains tordues par le travail et la lessive, des silences trop longs, trop lourds. J'ai commencé par cette phrase, « Sekama, je m'appelle Aïcha », et pendant longtemps, je n'ai été qu'un prénom dans l'ombre d'un homme. Et tout est revenu. Le premier oui, arraché à mes lèvres. Le corps tremblant dans un lit qui n'était pas le mien. Les années d'oubli, de solitude, de lutte. Je n'ai pas pleuré. Je n'en ai plus besoin. J'ai parlé. Et elles ont écouté. À la fin, une femme âgée s'est levée. Elle portait un long manteau noir, des yeux sombres, pleins de feu. Moi aussi, j'ai été mariée de force. J'avais 12 ans, et personne ne m'a jamais demandé si je le voulais. Ces mots sont tombés comme un coup de tonnerre. Des murmures se sont élevés. Puis une autre femme a levé la main. Puis une autre. Chacune voulait parler. Chacune voulait raconter. Je les ai laissés faire. C'était leur moment. Et pendant 1 heure, cette petite salle s'est transformée en un sanctuaire de vérité. Pas de honte, pas de tabou, juste des femmes qui, pour la première fois, osaient dire « Moi aussi ». En repartant, la responsable m'a dit « Vous avez ouvert quelque chose. Et maintenant, il vit. À falloir l'entretenir. » Je lui ai promis de revenir. Sur le chemin du retour, dans le train, j'ai regardé le paysage défiler, les champs, les gares, les villes. Et je me suis demandé combien de femmes, derrière ces fenêtres, portaient encore le poids du silence. Combien avaient enterré leur histoire pour faire bonne figure? Combien avaient survécu sans jamais vraiment vivre? Et je me suis sentie triste. Mais aussi déterminée. Parce qu'il reste tant à faire. À Lyon, j'ai repris mes habitudes. Je continue d'écrire. Je continue de parler. Et je commence à transmettre. Un jour, Leila, ma petite fille, m'a demandé si elle pouvait m'enregistrer. Pourquoi faire? Ai-je demandé, un peu surprise. Parce que, quand tu ne seras plus là, je veux encore entendre ta voix. Je l'ai regardée. Ses cheveux bouclés. Ses yeux brillants. Et j'ai senti mon cœur se serrer. D'accord, ma chérie. Mais tu promets de ne pas pleurer quand tu m'écouteras. Elle a ri. Je promets de pleurer un peu, mais de sourire beaucoup. Alors, un dimanche après-midi, nous nous sommes installés dans le salon. Elle a posé son téléphone sur la table. Et elle a dit « Ah! Raconte-moi, mamie! Raconte-moi tout! » Et j'ai raconté. Pas seulement les douleurs, mais aussi les joies. La première glace. Le jour où j'ai appris à écrire mon nom sans trembler. Le rire de Paul au marché. Le bruit des vagues sur la plage de mes rêves. Et elle écoutait, sans m'interrompre. Ses yeux grands ouverts, son cœur suspendu à mes mots. À la fin, elle a coupé l'enregistrement, elle a pris ma main. Et elle a dit, « Marty Sartu, Double Pijeng, un jour, je raconterai ton histoire à mes enfants. » Elle a pris ma main, j'ai su que quelque chose me survivrait. Si n'est pas de l'orgueil, c'est une forme de justice. Parce que trop longtemps, nos histoires ont été effacées. Entrées sous des traditions, des silences, des lois tacites. Mais nos cicatrices méritent d'être nommées. Nos luttes méritent d'être transmises. Et nos victoires, même petites, méritent d'être célébrées. Je ne suis pas une héroïne, je suis une femme parmi des millions. Mais si ma voix peut éclairer ne serait-ce qu'un pas sur le chemin d'une autre, alors j'aurais accompli quelque chose. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je vis seule. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai un toit, des livres, des souvenirs doux et une tribu qui m'aime.
Je reçois des lettres, parfois. Des femmes que je n'ai jamais rencontrées. Elles m'écrivent « Merci d'avoir parlé. Grâce à vous, j'ai osé. » Je les accroche dans ma cuisine, comme des médailles invisibles, comme des preuves que le silence, on peut le battre, avec une voix, avec une main tendue, avec un mot juste au bon moment. Le soir, quand je ferme les volets, je regarde le ciel et je murmure une prière. Pas à Dieu, à la vie. Je dis merci. Merci pour le chemin. Merci pour les rencontres. Merci pour cette force tranquille que je n'avais pas, mais que j'ai apprise. Et quand je m'endors, je rêve parfois. Pas de Moad. Pas du passé. Je rêve de moi, petite, dans une robe légère, qui court pieds nus dans un champ. Libre, vivante. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus honte. Je suis Aïcha Benyamina. Et je suis enfin celle que j'aurais toujours dû être. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite. C'est peut-être la plus difficile à exprimer, la plus intime. CE n'est pas une cicatrice, c'est une absence. Malgré tout CE que j'ai reconstruit, tout CE que j'ai transmis, il me manque quelque chose. Ou plutôt, il me manque quelqu'une. La fille que j'aurais pu être. Parfois, je me surprends à l'imaginer. Si je n'avais pas été mariée à 14 ans, si j'avais pu choisir, si j'avais continué l'école, si j'avais eu une adolescence normale, des rêves naïfs, des flirts interdits, des fous rires au téléphone, je me demande quelle femme je serais devenue. Aurais-je été institutrice, comme je le rêvais enfant? Fourrée. Aurais-je voyagé? Hastreuse. Aurais-je appris à jouer du piano? Aurais-je connu l'amour différemment, plus tâte, plus librement? Sam. Je ne le saurai jamais. Et cette inconnue, elle me serre encore le cœur. Mais je ne la renie pas. Je la regarde comme une sœur disparue trop tôt. Je lui parle parfois à cette Aïcha-là. Je lui dis « Oh Allah, tu n'as pas vécu, mais tu as survécu en moi. Tu m'as soufflé des rêves mimes quand je ne les comprenais pas encore. Tu as veillé, en silence, pendant toutes ces années de nuit. Et maintenant que je suis debout, c'est aussi pour toi. Ce n'est pas facile d'admettre qu'on a été dépossédé de soi-même. Mais c'est encore plus difficile de se réapproprier ce qu'il reste. Et pourtant, je l'ai fait. Petit à petit, mot après mot, jour après jour. Aujourd'hui, quand je regarde mes petits-enfants courir dans le parc, je les vois libres. Libres de choisir. Libres de dire non. Libres d'aimer. Et je me dis, c'est pour qu'est que j'ai tenu. Un jour, ma petite fille Leila est venue avec un devoir à faire. Un texte argumentatif. Faut-il toujours obéir à ses parents? Elle m'a demandé mon avis, et j'ai souri. Tu veux vraiment savoir c'est eux que j'en pense? Elle a ri. Oui, mamie, toi, tu sais tout. Alors je lui ai dit, les parents sont importants. Ils veulent souvent le bien, mais ils peuvent aussi se tromper. Obéir aveuglément, si n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et la peur ne construit rien. Elle m'a regardé, les yeux pleins de compréhension. Tu crois que si t'avais dit non, t'aurais eu une autre vie? J'ai pris un temps, puis j'ai répondu, peut-être. Mais si j'avais dit non, je ne t'aurais pas eu, toi. Elle s'est jetée dans mes bras, et je l'ai serrée fort. Parce qu'au fond, c'est comme ma plus belle victoire. Welcome! Avoir transformé la douleur en amour. L'enfermement en transmission. La honte en lumière. Il y a quelques semaines, j'ai terminé d'écrire mon histoire. Un manuscrit simple, sans prétention. Je l'ai imprimé. Je l'ai relié. Et j'ai écrit à la main sur la première page. Échine, à toutes les femmes brisées qui se relèvent un jour. À trois mains, à celles qu'on a fait taire. À celles qui ont fui. À celles qui ont survécu. Voici ma voix. Voici mon feu. Voici ma vérité. Je ne sais pas si un livre sera un jour lu. Je ne sais pas si une maison d'édition le voudra. Mais je sais qu'il existe. Et qu'il restera. J'en ai donné une copie à Leila. Et une autre à l'association de Nadine. Elle m'a dit, Zone,
Tu sais que tu viens de créer un héritage? Zone. J'ai ri. Moi, je voulais juste que mon silence ne soit pas le dernier mot. Et c'est vrai. Nous, les femmes de l'ombre, on nous a appris à nous effacer, à supporter, à encaisser. Mais nous avons des choses à dire, des pages à écrire, des futurs à dessiner. Et moi, à 68 ans, je n'ai jamais été aussi vivante. Le matin, je continue de marcher lentement dans mon quartier. Je vais chercher mon pain. Je salue les voisins. Je respire. Et parfois, une jeune femme m'arrête. Elle me dit « Mou, Pazeko Baha. » C'est vous, Aïcha? Celle qui raconte Pazé. Et je dis oui. Oui, c'est moi, celle qui a été oubliée, celle qu'on a jetée, celle qui n'a jamais baissé la tête. Et elle me sourit, comme on sourit à une amie. Adore une lumière. Parfois, elle me dit merci. Et je réponds, ne me remercie pas. Vis, sois libre, sois entière. C'est le plus beau merci. Le soir, avant de dormir, je parle encore à Dieu. Pas pour demander, pas pour se plaindre, mais pour dire « Je suis arrivé. Tu vois, j'ai tenu. Je ferme les yeux. » Et dans mes rêves, je vois une petite fille, pieds nus, qui court vers l'avenir. Elle rit. Elle saute. Elle n'a peur de rien. C'est moi. Enfin, et si vous m'avez écouté jusqu'ici, si vous avez pleuré, ou souri, ou simplement compris, alors je vous le dis, avec tout mon cœur, ne vous taisez plus. Ne vous cachez plus. Votre voix a de la valeur. Votre histoire mérite d'être entendue. Et moi, Aïcha Benyamina, Pemetu Lahey, fille de Yamina, mère de 3 enfants, grand-mère de 6 petits soleils, femme enfin debout, je vous tends la main. Prenez-la. Et avant qu'on, ensemble,